Tombouctou à l'honneur au 11e Forum États-Unis Monde Islamique au Qatar, dénommé session spéciale sur la renaissance de Tombouctou. Elle a pour but de redonner à la ville son image d'antan. C'est parti pour les épreuves du baccalauréat malien 2014. Ils sont 126 393 candidats repartis entre 252 centres. Le slogan du ministère cette année est « Zéro fuite et zéro tolérance ». Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Doha, au Qatar, s'est tenue une session spéciale sur la renaissance de Tombouctou. C'est en marge du 11e Forum États-Unis Monde Islamique, une rencontre à laquelle participe le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et pour revenir à la session consacrée à Tombouctou, son but est de permettre à la cité des 333 saints de retrouver son image d'antan. Envoyé spéciaux à Doha, Ibrahim Traoré, Adama Kamara. La renaissance de Tombouctou, la mystérieuse, au cœur des débats du 11e Forum États-Unis Monde Islamique. Pour y parvenir, l'on s'appuie sur le patrimoine culturel de la cité des 333 saints. Un projet est présenté dans ce sens dans la capitale qatari aux partenaires. Autour du président de la République, Maliens, Américains et Qataris partagent des idées sur ce programme de 3 ans qui vise à redonner à Tombouctou son aura d'antan. Le but de Tombouctou Renaissance, c'est de prendre le patrimoine culturel du Mali et le transformer en un atout pour le pays entier. D'abord, pour montrer au monde entier la musique malienne, de restaurer les manuscrits de Tombouctou, mais aussi le label Tombouctou, pour vraiment attirer des ressources d'adaptation, pour maintenant faire des projets sur l'agroalimentaire, sur l'énergie renouvelable, sur les infrastructures, sur l'éducation. Le festival du désert va revenir à Tombouctou, mais ce n'est pas seulement le festival du désert. Comme vous l'avez vu, c'est la renaissance culturelle de Tombouctou, du nord du Mali, qui est lancée ici. Et nous remercions les autorités d'être venues ici nous soutenir. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Et aujourd'hui, c'est le grand démarrage. C'est par le patrimoine que le peuple trouvera la confiance de reconstruire l'unité nationale et de regarder vers l'avenir. Conviction du ministre de la Culture qui magnifie ce haut lieu d'échange et de rayonnement qu'il a été pendant des siècles. Notre vision de la renaissance de Tombouctou est une vision intégrée d'une ville hautement symbolique pour la culture mondiale, représentative d'une expression d'un islam modéré, au service de la paix et économiquement viable, au service d'un développement social. Tombouctou, la mythique et la mystérieuse, ne doit pas mourir. Mesdames et messieurs, Tombouctou doit vivre pour nos générations futures. Tombouctou n'est pas de ces cités qu'on peut faire disparaître. Au plus fort de la crise malienne, lorsque notre pays était sous le joug d'une horde barbare qui n'avait rien à voir avec l'islam, sûrement pas. Ce n'est pas aux Tombouctiens qu'on vient apprendre l'islam. Ils pourraient l'apprendre à beaucoup d'autres pays, à beaucoup de monde. Mais leur modestie légendaire les en empêche. Mais cela, pendant l'occupation, a rencontré des hommes de foi, des savants, des jurisconsultes, des hommes qui savaient la foi islamique et la doctrine musulmane, tel l'imam aujourd'hui de Djinguereber, Ben Essaouti. Vous dire simplement ma détermination en tant que chef d'État du Mali, et cela en parlant au nom de l'ensemble du peuple malien, de Kidal à Sikasso et de Labzanga à Diboli. Ce peuple veut la paix. Vous l'avez vu chanter, vous l'avez vu danser sur les dunes. Tel est le Mali, tel est le peuple du Mali, qui a toujours vécu en symbiose, en convivialité, pourquoi pas en communion, depuis des siècles. Il n'est aucune famille de la bande fluviale qui n'est sa correspondante en zone nomade. Des échanges, ceux qui viennent avec les poceries, qui viennent avec le sel de Tegaza, ceux qui leur donnent en retour les céréales des bords du Niger, le mil,
le riz. C'était ça le Mali, c'est ça le Mali. Des échanges économiques, des échanges humains, féconds. Nous sommes tous dans ce pays métissés, du nord au sud, d'est en ouest. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a salué le Qatar et les États-Unis pour l'attention qu'ils accordent à son pays qui sort progressivement d'une grave crise. On est dans le bonheur quand on voit qu'on n'est pas seul, que dans le monde des bonnes volontés et lesquelles on soucie de vous, un pays qui n'a qu'un seul défi à relever, le défi de son développement, pour que nos enfants ne soient pas à Kidal ou ailleurs les pieds nus, que nos femmes n'aient pas à s'épuiser avant l'âge dans des corvées d'un autre temps, que la pénibilité du travail féminin puisse être réduite par les progrès de la science et la technique, que notre peuple soit contemporain en fin de son siècle, soit réellement au XXIe siècle, dans toutes ses composantes. Telle est mon ambition la plus profonde. Telle est ma dédicace au quotidien pour que ce pays se retrouve. Pourquoi mon combat pour l'unité du Mali ne cessera jamais, jamais, jusqu'à ce que nous réussissions à faire cette unité-là. Ce projet est une initiative de certains artistes et hommes de culture du Mali. Il est d'ores et déjà soutenu par l'organisation américaine Brookings Institution et l'université Georgetown des États-Unis. La rencontre a débuté avec de très belles notes musicales de Fadimata Wallet du groupe Tartit et de Vieux Farka Touré. Et cette session spéciale sur Tombouctou qui se poursuit jusqu'à demain mercredi, elle a mobilisé plusieurs acteurs culturels et universitaires du Mali, du Qatar et aussi des États-Unis. Ils s'expriment sur l'importance d'un tel projet pour la région de Tombouctou et pour le Mali. Je vous propose de les écouter. C'est extrêmement important de questionner Tombouctou dans le cadre des bouleversements qui caractérisent le monde musulman. Et le faire à travers la culture, c'est tout aussi important. Mais dans le cadre de ce projet, il s'agit aussi d'articuler la culture et l'économie. Et de faire de telle sorte que la pauvreté, le chômage et les souffrances ne constituent pas un terreau pour tout ce qui nous arrive en ce moment. Tombouctou, ville culturelle et cultuelle, d'une diversité si belle. Et comme le dirait Ali Farka, ce n'est pas l'autre bout du monde, mais c'est le centre du monde. Et donc en Tombouctou, c'est l'islam. En Tombouctou, c'est la culture. En Tombouctou, c'est les libertés culturelles. Alors donc cela fait que lorsque nous avons un pays comme les États-Unis, un pays comme le Qatar qui s'y retrouve pour réfléchir avec des Maliens, des Américains, des Arabes sur la renaissance de cette ville après la tragédie, alors je crois que c'est la naissance, sinon la renaissance de non seulement l'islam, mais de l'ensemble de ce qui fait la culture du Mali, de ce qui fait l'ensemble des cultures du Mali. Vous savez qu'après les événements douloureux du Mali, les manuscrits sont déplacés, ils sont dans le mauvais état maintenant. On a beaucoup de choses à faire avec ces manuscrits. On a presque la bibliothèque de manuscrits à Tombouctou qui ont été dégradés, certains qui ont été effondrés. Donc on a un grand besoin. Donc on a besoin de tout le monde avec nous pour amener à restaurer ces bibliothèques et conserver ces manuscrits et les ramener à Tombouctou. Comme notre président l'a dit, Tombouctou n'est pas morte, mais elle est en veille. Donc si on soulève toutes ces activités-là, par exemple les festivals, les manuscrits, les hôtelleries, la vie recommence. Ce qui doit être fait concrètement, c'est que ces gens-là, si possible, qu'ils se rendent sur le terrain, et constater les dégâts et constater l'état de lieu. À partir de là, ils auront une idée très précise des besoins de Tombouctou et toute sa région, pas seulement Tombouctou, mais toute sa région, en vue de sa renaissance. Nous sommes en train de faire une sorte de mariage entre la culture, donc les manuscrits d'une part, mais aussi le tourisme d'autre part, en ressuscitant, si vous voulez, et le festival du désert.
Et de ce pas, je dirais que ce n'est pas seulement important pour Tombouctou, mais aussi à travers Tombouctou, pouvoir ouvrir à nouveau les portes du Mali à tous ceux qui aiment le Mali et aux touristes de façon particulière, parce que c'est l'une des sources les plus importantes de richesse dont notre pays pourrait se prévaloir. Ici à Bamako, le Premier ministre Moussa Mara a reçu hier en audience les responsables d'Interpol en compagnie du président de la Commission défense de l'Assemblée nationale. Ils sont venus offrir un cadre de collaboration avec notre pays confronté au banditisme et à la criminalité internationale. Al-Husseini Touré. Avec le Premier ministre, les échanges ont porté sur le cadre de collaboration entre le gouvernement et l'Organisation policière internationale. Les responsables d'Interpol sont venus offrir leur expertise en matière de sécurité transfrontalière et en particulier en matière de lutte contre le terrorisme. En fait, la discussion aussi se concerne en fait le terrorisme global, les menaces de AQMI, et comment Interpol, comme une organisation internationale de 190 membres, comment on peut travailler très proche avec le Mali pour confondre cette menace. Et pour nous, on travaille très proche avec le bureau d'Interpol Mali qui est là avec nous et avec nos collègues régionaux. Et M. Bala Traoré, c'est lui qui est le chef responsable de cette bureau. Et c'est quelque chose, à notre avis, c'est quelque chose qui va durer très longtemps. Alors c'est une menace qui ne va pas s'arrêter dans 2 ans ou 3 ans. Interpol dispose d'une base de données incluant des informations provenant de son important réseau couvrant une centaine de pays à travers le monde. L'avantage d'Interpol, ce sont ses bases de données, ses outils et ses services. Et Interpol entend coopérer étroitement avec les services de l'application de la loi du Mali pour renforcer leurs capacités opérationnelles, afin qu'ils soient à hauteur des menaces auxquelles ils font face actuellement. Interpol met également à la disposition des forces de police et de sécurité du Mali des formations très pointues et très actuelles. Notre rôle est essentiel parce que c'est un rôle de coordination et un rôle de collecte de renseignements, de partage de renseignements. Et surtout, nous mettons en liaison les services chargés des enquêtes judiciaires avec leurs homologues du monde entier. L'expertise que nous n'avons pas, nous pouvons les acquérir ailleurs et les drainer sur le Mali. Donc c'est vraiment essentiel dans le dispositif. C'est Interpol qui peut transformer un mandat d'arrêt national émis par le juge malien, par exemple, en mandat d'arrêt international à travers ce que nous appelons à notre niveau la notice rouge. Donc les publications des notices, n'est-ce pas, ces notices arrivent dans les 190 pays membres d'Interpol et invitent tous ces pays à rechercher ces criminels-là dont les noms ont été publiés, à les traquer, à les arrêter et à les mettre à la disposition du Mali. Nous l'avons fait beaucoup de fois. Et aussi, comme je l'ai dit, les expertises. Le Mali, nous n'avons pas tellement d'expertise en matière de prélèvement, les ADN et autres. Et là, encore une fois, nous intervenons par le canal d'experts étrangers, en nous donnant des formations, par exemple. Et ces formations sont toujours sanctionnées par des opérations grandeur nature. Cette collaboration va ouvrir une nouvelle page entre le Mali et Interpol. Restons avec le Premier ministre Moussa Mara qui a rendu visite cet après-midi au président et aux conseillers de la Cour suprême. Le chef du gouvernement souhaite que toutes les institutions de la République travaillent main dans la main pour une bonne coordination des actions. Khadija Toukone. Créée en juin 1961, la Cour suprême, qui est la 4e institution de la République, est au sommet de l'architecture judiciaire du Mali. Elle exerce le pouvoir judiciaire avec les autres cours et tribunaux. Vu l'importance de cette institution, le Premier ministre s'est rendu dans ses locaux afin de rencontrer le président et les conseillers. Moussa Mara, accompagné par le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions par intérim, était allé réitérer l'engagement du gouvernement pour que toutes les institutions de la République puissent travailler ensemble de façon cohérente. Le chef de l'État, dans la composition du gouvernement, il a souhaité que la justice vienne en première place. Ce n'est pas anodin. Ça montre tout l'intérêt et l'importance que la justice revêt pour lui dans le cadre du fonctionnement normal de l'État et de la République. Donc aujourd'hui,
nous sacrifions à une obligation, mais c'est aussi un plaisir que de venir rendre visite à la Cour suprême en tant qu'institution de la République. Assurer la Cour de notre disponibilité à faire en sorte que le jeu institutionnel puisse fonctionner de manière tout à fait normale et de manière tout à fait adéquate, et que chaque institution aussi dispose de tous les moyens nécessaires, de toute la liberté, de toute l'indépendance nécessaire pour accomplir ses responsabilités dans les meilleures conditions possibles. La Cour suprême du Mali, qui compte 130 agents, dont une cinquantaine de conseillers, enregistre aujourd'hui des difficultés. Les difficultés en termes déjà d'infrastructure, les difficultés en termes de moyens humains, les difficultés par rapport à la section administrative en prévision des futures échéances électorales. Vous avez aussi des difficultés en termes de moyens financiers. Après avoir recensé toutes ces difficultés, le Premier ministre Moussa Mara rassure. Donc ce sont ces difficultés que nous allons nous évertuer à atténuer, mais on fera le maximum pour que toutes les institutions, et particulièrement l'institution judiciaire, soient dans les meilleures conditions de fonctionnement. Dans le souci d'aider le chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta et tout son gouvernement dans la lutte contre la corruption, la Cour suprême entend organiser très prochainement un forum avec des acteurs nationaux et internationaux sur le thème « Qu'est-ce que la justice malienne peut faire dans la lutte contre la corruption ?» Pour l'organisation de ce forum, le Premier ministre Moussa Mara a promis tout le soutien du gouvernement malien. Parlant toujours de la Cour suprême et de ses difficultés, la construction du nouveau siège de l'institution, les travaux de fondation des 4 grands bâtiments sont en cours. Tout sera mis en œuvre pour finir les travaux de réalisation d'ici juillet 2016, délai contractuel du projet. Nouhoum Tapili, président de la Cour suprême, a visité le chantier du nouveau siège. Le compte-rendu de Ramata Konati. Dans 2 ans sera fin prêt le nouveau siège de la Cour suprême. Avec un délai de consommation d'environ 1 année, les travaux de construction se poursuivent normalement. Si on lui demande maintenant d'avancer un taux d'exécution global, par rapport à ça, on peut dire que ça va présenter un pourcentage de 10%, mais qui ne présente pas la réalité même des travaux. Parce que si on considère, on analyse même les travaux de fondation, ce sont les fouilles, les trucs qui vont en bas, et puis c'est des choses qui demandent plus de temps et plus d'efforts, mais et qui constituent les plus moins payés dans les travaux. Sur le plan délai, lui, il n'y a aucun problème. Ça, il est dit avec toute la conviction. Outre cette promesse, les explications de la partie malienne constituent des motifs de satisfaction pour le visiteur du jour. Nous sommes tout à fait, non seulement optimistes, nous sommes satisfaits, mais nous sommes beaucoup optimistes par rapport à la suite des travaux. Depuis l'indépendance, la Cour suprême a été prévu dans toutes les constitutions. C'est seulement maintenant que nous avons pu, en tout cas nous avons espoir d'être dotés d'un immeuble, d'un siège digne de ce nom, pour que vraiment la famille judiciaire dans toute son entièreté puisse d'une manière très fière exercer le pouvoir qui lui est dévolu et comme vous le savez, qui est l'un des 3 pouvoirs d'une démocratie. La visite de ce matin nous ôte tout doute de notre esprit pour dire que ce travail sera fait. Le nouveau siège, décliné en 4 grands bâtiments, comptera plus de 100 bureaux, une salle d'audience de 1000 places, des parkings entre autres. Il est situé à Banankabougou, en commune 6 du district de Bamako. Les travaux de construction coûteront à l'État 10 milliards de francs CFA. Vous le savez déjà, le baccalauréat session de juin 2014 a débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire, excepté Kidal. 4 jours d'examen qui concernent 126 393 candidats repartis entre 252 centres. Le ministère de l'Éducation et ses partenaires se sont donnés comme slogan pour cette session « Zéro fuite et zéro tolérance ». Seule la capacité et la compétence de l'élève seront requises pour réussite. Nyanya Lutraoré. Il est 7 heures. Nous sommes au ministère de l'Éducation nationale. L'enceinte est déjà animée et pour cause, le ministre et l'ensemble des inspecteurs d'examen ont passé la nuit ici. J'étais là jusqu'à 2 heures du matin et mon équipe est restée toute la nuit à travailler pour changer les sujets, comme vous le savez.
Donc nous sommes dans une situation assez difficile, compte tenu de la grande fuite qu'il y a eu au EDF. Le ministre de l'Éducation nationale ne va pas avec le dos de la cuillère. Sans embâche, Jacqueline Marie-Nana Togola s'est dit en guerre contre toute personne qui voudrait par la fraude salir l'image de l'école malienne. Il faudrait que tout le monde comprenne que nous sommes en train de détruire notre pays. Qui dit le Mali, dit l'éducation du Mali. Donc moi je suis là avec une idée, c'est de me battre contre ces pratiques. Et je crois que cet épisode du DF ne me fera pas changer d'un pouce. Ça je le dis, je suis décidé à me battre pour assainir l'école au Mali. Cap sur l'école Mamadou Sarr de Lafiabougou. La cour est vide à 8 heures, mais les classes sont déjà occupées par les candidats au bac. Seuls quelques retardataires sont encore à la recherche de leur salle d'examen. Les élèves sont venus en retard massif aujourd'hui ici quand même. On dit après 10 minutes de retard, aucun candidat est encore dans la salle. Oui, non, je ne passe pas. L'essentiel, effectivement. L'essentiel. La chance, oui, pour mademoiselle, grâce au retard accusé par le démarrage des épreuves. Un retard qui cause bien d'anxiété et de stress chez les candidats. Ma première fois, j'ai un peu peur. Compte tenu des leçons tirées du passé, tenu à changer tous les sujets. Donc, et nous avons voulu travailler avec une équipe restreinte, très restreinte, ce qui fait que nous avons pris un peu de retard. Mais je préfère ce retard à autre chose. Mis à part ce petit contretemps, le moral des uns et des autres est au beau fixe. Presque tous étaient prêts à aborder les épreuves. Malheureusement, l'an passé, j'ai fait le bac, je n'ai pas passé, mais ça ne me décourage pas. L'échec fait partie aussi de la vie. Et cette année, s'il plaît au bon Dieu, car j'ai reconnu mon erreur, et cette année, j'en suis sûr que je vais le réparer aussi. Non, je n'ai pas peur. Ouais, je me suis préparé pour venir faire. Je suis concentré. On nous a demandé d'être vigilants. Okay, et vous voyez vous-même que tous les documents sont à la porte, surtout les téléphones portables qui nous posent vraiment des problèmes. Donc nous avons veillé à ça et nous pensons que ça va bien se passer. Il est 9h15. Le ministre procède à l'ouverture de l'enveloppe contenant le premier sujet du jour. Et petite surprise chez cette candidate. Je suis vraiment étonnée parce que d'habitude on nous donne des fiches de dissertation et puis commentaires composés, contractions des textes. Donc maintenant je constate que c'est sous forme de commentaires ou de contractions, commentaires composés. Bon, si, c'est pas un problème, mais comme ça m'a surpris seulement, c'est ça. Je ferai, Inch'Allah. Pour cette session du baccalauréat malien, ils sont 126 393 candidats répartis entre 252 centres du pays, hormis la région de Kidal. Et pour cette session, des mesures ont été prises pour lutter contre la fraude dans les salles d'examen. C'est ce qui explique d'ailleurs le retard dans certains centres d'examen de la capitale. Moussa Fane est allé voir. Pour lutter contre la fraude à l'examen du baccalauréat, les autorités scolaires ont renforcé la surveillance dans les centres. Un dispositif sécuritaire est visible aux abords et à l'intérieur des centres d'examen pour décourager d'éventuels fraudeurs. Des mesures rigoureuses sont prises afin d'éviter les cas de substitution. Une fois en classe, certaines dispositions aussi sont prises pour éviter les cas de fraude, et notamment la distribution des brouillons, ensuite l'interdiction des téléphones portables. Il faut 2 surveillants par salle, ce qui est de rigueur. Ça, c'est déjà vérifiable dans toutes les salles. Tous les surveillants sont en place, 2 par salle. Et pour renforcer encore cette mesure de sécurité, on fait appel à la police et ils sont là depuis le matin. Les mesures prises, c'est d'abord l'application de la police de surveillance et du règlement intérieur des examens. On l'a lu à tous les surveillants. Nous avons mis chacun devant ses responsabilités. Le constat qui se dégage de ce premier jour est le retard accusé dans le démarrage des épreuves. Si les épreuves ont débuté à 9h15 au lycée Mamadou Sarr, par contre au lycée La Lanterne, les premières enveloppes ont été ouvertes à 10h. Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas eu de fausses notes. Depuis qu'on est là, on n'a pas enregistré de cas particuliers. On a fait un premier contrôle. La collaboration avec
Les surveillants, l'administration, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour la couverture de la sécurité. On a la collaboration avec les surveillants et le président du centre. Donc en cas s'ils ont besoin de nous, on vient par rapport aux fraudes. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'incident majeur partout où notre équipe est passée. Et juste après le démarrage des premières épreuves du baccalauréat, le ministre de l'Éducation nationale a été reçu par la Commission de l'Éducation, de la Culture, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication de l'Assemblée nationale. Le ministre est venu expliquer les difficultés auxquelles son département est confronté dans l'organisation des examens. Pour la réussite d'ailleurs de cette session, Mme Togola a engagé des agents pour démanteler les réseaux de fraude. Et je vous assure, chers téléspectateurs, les preuves font froid au dos. Garibou Pérou, compte rendu. Loin d'une interpellation, Madame le ministre de l'Éducation nationale a été reçue par la Commission de l'Éducation, de la Culture, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication sur sa propre demande. Selon Madame le ministre, la fraude et la fuite des sujets sont les crimes commis dans le district de Bamako pendant les épreuves du diplôme d'études fondamentales, faisant comme si les examens sont en vente. Pour en arriver au tristement célèbre DF 2014, je reconnais avec tout le monde qu'il y a eu fuite de sujets. Il y a eu fuite de sujets, je l'assume en tant que ministre. Pour éviter les insuffisances à l'examen du baccalauréat, Madame le ministre de l'Éducation nationale a déjà relevé certains responsables. Elle a engagé un service d'infiltration pour démanteler les réseaux de fraude ennemis de l'école malienne. Voici une preuve sonore d'où partent les fuites. Pour le bac de ce matin, nous avons été obligés de changer in extremis les sujets pour éviter cette fois-ci qu'il y ait encore des fuites. Aidez-moi à sensibiliser les parents. Aidez-moi à faire comprendre aux promoteurs d'écoles privées qu'ils n'ont pas à se faire une bonne publicité par la tricherie. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aidez-moi à convaincre les enfants qu'on ne part pas dans une école parce qu'on passe au bac là-bas. D'où est-ce que cette aide peut venir pour sauver l'école malienne? Tout de suite, nous allons nous organiser pour voir sur le terrain ce qu'on peut faire. En tout cas, nous sommes prêts à l'accompagner. Et sa réussite, c'est notre réussite aussi. C'est la réussite de toute la population malienne. Face à cette situation préoccupante, les commissaires de l'éducation à l'Assemblée nationale demandent un sursaut national. Un sursaut afin que les enfants doués ou surdoués ne soient pas aussi victimes au même titre que les fraudeurs et leurs alliés. Le ministre de l'Énergie a présidé cet après-midi la signature relative au projet d'électrification villageoise par des systèmes d'énergie solaire. Le coût du projet s'élève à plus de 4,6 milliards de nos francs pour 5 années. L'objectif recherché par le gouvernement est de faciliter l'accès des populations rurales à l'énergie. Youssouf Diakité, compte rendu. Plus de 4,6 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de 5 ans intitulé Projet d'électrification villageoise par des systèmes d'énergie solaire. Les documents sont signés entre le gouvernement du Mali et la Société indienne des centrales électriques. Depuis 1996, en 1997, nous sommes en collaboration avec le gouvernement du Mali et dans ce cadre, nous avons fourni environ 5000 systèmes d'éclairage. Nous avons également fourni un système solaire qui permet de pomper le pompage d'eau pour l'irrigation et pour la consommation humaine. D'une durée de 5 ans, de 2014 à 2018, cette troisième phase du projet, comme les deux précédentes, s'inscrit dans le cadre à la fois de la politique énergétique nationale et de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables au Mali, dont elle contribue à atteindre les objectifs. Bel exemple de la coopération sud-sud trônée par les illustres dirigeants de nos États depuis les premières heures de la souveraineté nationale et internationale de nos pays. Ce projet a permis, au cours de ces 2 premières phases, de mettre à la disposition de la population du Mali les équipements ci-après. 2900 kits d'éclairage, 750 lampes portables, 36 systèmes solaires de pompage,
La signature du présent arrangement particulier permettra l'acquisition d'équipements destinés aux communautés rurales de notre pays. Le projet dont il est question vise essentiellement à anéantir la souffrance énergétique des populations rurales. Une réunion technique d'harmonisation des normes des produits agricoles dans l'espace CEDEAO se tient depuis ce matin à Bamako. Au cours de la rencontre, des délibérations seront faites sur le projet de normes de la CEDEAO pour les tomates, les noix et les amandes de karité, toutes choses qui faciliteront les échanges intracommunautaires. Laura Sidiki Diarra. Afin de faciliter l'intégration et booster les échanges intracommunautaires, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tend vers l'harmonisation des normes de ces produits agricoles. En ce sens, une réunion des comités techniques d'harmonisation des normes se tient depuis ce mardi à Bamako. La réunion d'étape de ce jour vous amènera à examiner les commentaires et observations recueillis sur les projets de normes que vous avez soumis à l'enquête publique dans tous nos États membres sur la tomate, les noix et amandes de karité, le beurre de karité, et aussi commenter observations sur les projets de code de bonne pratique sur les noix et beurre de karité. La qualité et la définition des normes vont beaucoup aider dans la compétition internationale. Comme outil de développement de l'économie, les normes vont également contribuer à la rationalisation de la production. Cette rencontre constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris par la Commission de la CEDEAO et les experts de nos États. Tout le mérite en revient à la Commission de la CEDEAO, aux experts des États membres, aux partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent sur ce chantier. Cette réunion technique se situe dans le cadre de la facilitation du commerce intercommunautaire et du renforcement de la capacité des produits communautaires sur le marché international. La mise en place des organes techniques d'harmonisation des normes permettra de dynamiser les relations commerciales intra-régionales et de promouvoir les échanges dans l'espace intracommunautaire. Le commissaire à la sécurité alimentaire accompagné du PDG de l'OPAM a rencontré les opérateurs céréaliers de Sikasso. Objectif, échanger avec eux sur les difficultés et la constitution du stock national de sécurité. Compte rendu de Sikasso de Sekou Konaté. Par la présente descente sur terrain, le commissaire à la sécurité alimentaire veut aller à la rencontre des maillons essentiels du dispositif de sécurité alimentaire, partager la vision du commissariat et recueillir les difficultés. Il constitue un maillon important du dispositif de sécurité alimentaire au Mali. C'est eux qui assurent la connexion de l'offre et de la demande. Et donc nous les avons dit que désormais, nous comptons travailler avec eux pour non seulement améliorer l'efficacité de leur travail en créant un cadre beaucoup plus compétitif et surtout beaucoup plus incitatif. Des échanges, il ressort une difficulté majeure, celle des tracasseries à l'importation ou à l'approvisionnement du territoire national en céréales à partir de Sikasso, toutes choses qui grèvent les prix à cause des faux frais. Et sur la question, le commissaire a son idée. Donc nous allons nous attaquer aux tracasseries qu'ils rencontrent tout le long des différents corridors pour que désormais la grande majorité des Maliens puissent disposer des céréales à des prix compatibles avec le niveau de leurs revenus. Et ça, c'est la mission que le président de la République nous a confiée, Ibrahim Boubacar Keïta. Et comme il a annoncé cette année, il a subventionné fortement la production et même si la production est au rendez-vous, si le maillon de la commercialisation n'est pas bien géré, les consommateurs ne sentiront pas les effets d'une augmentation de la production. S'agissant du problème lié à l'éligibilité aux appels d'offres pour la constitution du stock national de sécurité, le commissaire est formel. Désormais, un des critères pour l'octroi des contrats de l'OPAM serait ceux qui sont effectivement des opérateurs céréaliers. C'est la première condition pour éliminer tous, parce qu'on constate désormais que c'est des gens qui ne sont pas céréaliers, qui ont ces contrats et qui les mettent sur le marché. Une rencontre d'espoir pour les opérateurs céréaliers de Sikasso qui voient en la démarche une opportunité de promotion du secteur. 75 documents dont 20 nouvelles propositions sont soumis à l'examen d'une centaine de chercheurs. C'est à la faveur de la 20e session du comité de pilotage de l'Institut d'économie rurale IER. Les travaux de cette session vont contribuer à l'amélioration de la qualité de la recherche agricole dans notre pays. Mamoudou Sidibé. Une centaine de chercheurs qui composent le comité de pilotage auront au cours de cette 20e session à analyser 75 documents. Les critiques des documents pour améliorer sa qualité ont tout leur sens.
Il s'agit là d'assurer la promotion d'une agriculture durable, moderne, voire compétitive. L'agriculture ne peut être plus modernisée, productiviste et compétitive si elle n'est pas soutenue par la recherche. Donc c'est là toute l'importance de la recherche dans le développement agricole du pays. Et cela se fera à travers les technologies qui vont être élaborées et diffusées dans le domaine de production végétale, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pêche et de l'environnement. Donc, comme vous le savez, l'IR produit chaque année des technologies et ces technologies, en travaillant avec les partenaires du développement, de la vulgarisation, on peut espérer augmenter les rendements, augmenter la productivité. Le comité de pilotage est la plus grande instance scientifique de l'IR. C'est pourquoi, pour mener à bien ces missions, les chercheurs se feront le devoir de confronter les arguments scientifiques sur les questions des utilisateurs des résultats de la recherche. En fin de travaux, des prix seront attribués aux chercheurs méritants. Femmes et changement climatique, femmes et droits environnementaux sont les deux thèmes développés respectivement par la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali et le réseau des femmes pour les droits environnementaux. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement lancée la semaine dernière à Ségou. Compte rendu, Lamine Keita. À travers ces deux thèmes, femmes et changement climatique, femmes et droits environnementaux, les organisatrices de ces événements ne veulent pas demeurer en marge de la recherche de solutions aux problèmes qui touchent notre environnement immédiat. Les changements climatiques caractérisent la différence des paramètres climatiques entre des périodes suffisamment longues et comparables. On sait qu'au Mali, le Mali est très vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques. Les résultats des différentes études menées sur les changements climatiques ont montré que le Mali vit déjà les fléaux. Et pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques au niveau du Mali, diverses actions ont été entreprises ou sont en cours pour y faire face. Donc le droit de l'environnement est un ensemble de normes juridiques mondiales, régionales et internationales qui en tout cas permet la protection des ressources naturelles et la protection de l'environnement. L'objectif que visent les initiatrices de cette double conférence débat est d'informer et de sensibiliser les femmes sur les changements climatiques et leurs méfaits. Nous voulons qu'elles comprennent d'abord. Quand elles vont comprendre, elles sont déjà engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Parce que pas plus tard que la quinzaine passée, on a eu à fêter, n'est-ce pas, la quinzaine de l'environnement en milieu rural. On était avec les femmes de Kassela. On a aidé les femmes de Kassela à mettre en place une parcelle maraîchère. On a aidé, n'est-ce pas, les femmes de Kassela à se transformer en pépiniéristes. Quel rôle peut jouer la femme malienne face au problème du changement climatique? Les femmes, quand même, ont un rôle à jouer par rapport à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Les femmes peuvent éduquer, les femmes peuvent sensibiliser, les femmes peuvent informer les membres de leur famille, les membres de leur communauté par rapport aux changements climatiques, aux effets néfastes des changements climatiques. Les femmes peuvent faire un plaidoyer en vue de leur participation massive aux rencontres internationales sur les changements climatiques. Face à l'ampleur des problèmes climatiques dans notre pays, l'implication totale des femmes est plus que nécessaire. Et Mali Folk Center qui a remis hier au groupe scolaire A de Kolokani des appareils multimédia composés de téléviseurs et de magnétoscopes. Auparavant, l'ONG avait remis des panneaux solaires et une batterie. Ce don s'inscrit dans le cadre de la troisième composante du programme d'appui aux initiatives du réseau Climat Mali pour l'adaptation au changement climatique. Le compte-rendu de Sokona Kamisoko et Gaussou Touré. L'installation de ce téléviseur écran géant avec magnétoscope va permettre aux élèves du groupe scolaire A de Kolokani d'être mieux informés sur les aléas du changement climatique pour une meilleure prévention et gestion des crises y afférentes. Et cela à travers une bonne communication. C'est du moins la conviction des responsables de l'ONG Mali Folk Center. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un de nos programmes d'adaptation au changement climatique, où nous avons privilégié le côté sensibilisation et surtout au niveau des futurs décideurs qui sont les élèves. Donc c'est un programme où nous avons trois composantes. Une composante pour appuyer les initiatives d'adaptation au changement climatique, un appui aussi sur
l'aide alimentaire. Et cette troisième composante, c'est la sensibilisation où nous allons équiper 4 écoles avec des kits solaires et aussi des équipements multimédia. Ces 4 écoles, nous avons une école fondamentale A de Kolokani, une école fondamentale de Djogar, une école fondamentale de Bougla, ça c'est dans la région de Sononkorba, et aussi une école de la région de San. Nous avons demandé aux autorités de l'école de prendre soin beaucoup de ces équipements. Le téléviseur peut aussi renforcer les capacités opérationnelles et pédagogiques des enseignants. Ce geste est à saluer, encourager et à remercier et va directement au cœur de la population de Kolokani et du département de l'éducation. Le programme d'appui aux initiatives du réseau Climat Mali pour l'adaptation au changement climatique est financé à hauteur de plus de 474 millions de francs CFA par l'ONG suédoise pour le développement international dans le cadre du changement climatique. Et nous poursuivons avec ce communiqué du gouverneur du district, communiqué ainsi libellé afin de préserver entre autres l'image de Bamako, une capitale moderne. Le gouvernement du district a l'honneur d'informer la population que la divagation des animaux ainsi que la circulation des charrettes à traction humaine ou animale sont strictement interdites sur toute l'étendue du territoire du district. Cette mesure a aussi pour but d'amoindrir les nombreux accidents quotidiens, de rendre fluide la circulation et de contribuer à maintenir l'environnement plus propre. Championnat national de football au compte de la 21e journée, le Stade malien de Bamako reste leader en battant l'USFAS 1-0. L'autre affiche du lundi a vu la victoire du COB 4-1 contre l'association sportive olympique de Missira à Somme. C'était au stade Modibo Keïta. Notre reporter Mamoutou Dante y était. Le Stade malien de Bamako consolide sa place de leader de la Ligue 1 en dominant l'USFAS par le minimum d'un but à 0. Une rencontre dominée par les Blancs de Bamako, l'USFAS qui cherche la victoire depuis la 10e journée a tenu bon devant le Stade malien jusqu'à la fin de la mi-temps. 0 but partout. Dès la reprise, les Blancs de Bamako concrétisent leur domination avec l'ouverture du score. Abdoulaye Sissoko surprend la défense adverse et trompe Komandian Keïta. 1-0 pour les Stadistes à la 49e minute. L'USFAS, manquant d'inspiration, a couru derrière l'égalisation sans succès. C'est vrai que là, on restait sur des bonnes prestations et je m'attendais à ce que mon équipe soit capable de répéter encore un bon match, mais ça a été un non-match aujourd'hui. On a mal débuté et on n'a pas su revoir ce qui n'allait pas à la mi-temps, du moins pas suffisamment. On a souffert jusqu'au bout face à une équipe qui défendait très bien, mais ça n'explique pas la petite performance de mon équipe et de mes joueurs. Je pense qu'il faudra peut-être se reconcentrer un peu plus et ne pas penser que peut-être le championnat est déjà gagné, parce que ce serait se tromper et on est loin de la fin du championnat. Il y a encore beaucoup de matchs et si on n'est pas capable de mieux jouer que ça sur les prochaines rencontres, on va au-delà de certaines déconvenues, je crois. Ils ont commencé les matchs la peur au ventre. Même si c'est la peur au ventre, mais ils voulaient au moins bien faire. C'est ce qui a amené qu'en première mi-temps, on n'a pas pu bien jouer. Ils ont suivi les consignes parce que j'ai une équipe disciplinée et puis qui connaissent au moins mon intention. Moi, je pense que si on doit perdre des matchs, on les perd. Les garçons ont forcé, mais je pense que l'arbitrage aussi a beaucoup pesé sur l'équipe. Je pense que dans les jours à venir, on va essayer de corriger pour pouvoir marquer des buts. En seconde heure, le club olympique de Bamako se remet de sa défaite contre le leader du championnat, le Stade malien, en battant l'association sportive olympique de Missira à Somme 4-1. Après avoir résisté pendant 20 minutes, la Somme cède à la 25e minute avec l'ouverture du score signé Djibril Koulibaly. À la 34e minute, Abdoulaye Diarra marque le deuxième but. On observe la mi-temps sur ce score de 2-0. La deuxième période ne change pas grand-chose. Le COB a fait trembler les filets avec le doublé de Amidou Traoré au 74e et 85e minute, avant de voir la Somme réduire le score dans les arrêts de jeu. La Somme se plie devant le COB au compte de cette 21e journée.
Et à suivre ce soir, cybernétique, Ibrahim Traoré et son équipe vous proposent des reportages, mais aussi les traditionnelles rubriques de l'émission. Merci pour votre fidélité. Demain, 10h, 13h, Amara Mali Diallo. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du